je vous demande je vous remercie de m'écouter, de rester avec les gens qui sont restés avec nous. Et bonne écoute pour les gens qui vont le réécouter. Là, j'ai fait une visioconférence. Vous avez l'avantage de la revoir, la revoir, la revoir. Même si vous avez des questions en dehors de ça, vous pouvez nous contacter sur notre site pour poser d'autres questions. Mais maintenant, je vous demande de poser des questions par écrit sur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quand même, il y a des gens qui ont resté avec nous. Donc, j'ai arrêté le partage, c'est bon. Alors, je vais noter. Allô, allô. Est-ce qu'il y a des questions? Faites-moi un signe si vous n'arrivez pas à écrire ou bien quelqu'un écrit qu'il a bien compris que je suis en train de poser des questions. J'aimerais bien savoir si vous êtes en train d'écouter ou pas. Alors, Hassan, par la Mac, donc des fois, on n'a pas les mêmes valeurs par rapport à la Mac des tableaux. Alors, donc, ce qui a été écrit, donc, par rapport à la Mac de l'Inoc, donc là, je vois de quel terrain il s'agit. Donc, par rapport à la marque de l'Inoc, des fois, on n'a pas les mêmes valeurs par rapport à la marque des tableaux Mac 95. Tu vois, actuellement, donc, c'est vrai, la Mac, c'est la concentration minimale. Et, il y a la Mac bar, il y a la Mac Airwick. La Mac, quand on voit les tableaux des Mac, la Mac 50, je pense la Mac 50, c'est surtout, elle va signer la puissance du produit anesthésique, du produit inhalatoire. Maintenant, qui est important quand on va travailler en INOC ou là avec halogéné, c'est surtout, comme tout à l'heure, maintenant on regarde beaucoup plus la fraction expirée d'halogéné que la MAC. Parce que la concentration expirée, elle reflète, elle reflète directement la quantité du produit au niveau du site effet. Le site effet de l'anesthésie, c'est pratiquement le cerveau. Donc la concentration expirée d'un halogéné, elle reflète directement la concentration. Et je vous demande d'apprendre par exemple, comme exemple, la MAC d'un sujet âgé de 90 ans pour le sévoflurane, la MAC de réveil, elle est de 0,3. C'est rien du tout. C'est pratiquement, surtout s'il est en hypothermie, en fin d'intervention, c'est 0,3, pratiquement, on peut ouvrir comme moins de 1%. Moins de 1%, 0,6. 0,6. Il y a comme MAC 0,3. Le patient est déjà très loin. Si vous avez couplé, si on va coupler le bis avec la fraction d'expiré de la faune, on va trouver un bis très bas. La marque chez l'enfant, chez le nourrisson, elle est pratiquement très élevée. Elle est de 2,3 chez le nourrisson. La marque 50 pour le sévoflurane. Donc, je vous demande d'apprendre la marque sur les terrains. Sujet âgé, sujet à un problème, sujet à risque cardiovasculaire et nourrissant, qui est beaucoup plus important que la marque affichée dans les tableaux. Oui. Merci.
Alors, quelqu'un me dit plus d'explications pour le lien entre les halogénés et les morphiniques et comment diminuer leur efficacité et peut causer collapse. Alors, le problème des associations des morphiniques et des halogénés. Le problème, il a été constaté quand on fait une induction avec des morphines, surtout ça, quand on fait une induction au sévoflurane, induction au masque au sévoflurane. Vous savez très bien, quand on fait une induction sévoflurane, vous avez deux techniques, technique volume courant ou la capacité vitale, et vous devez parler pratiquement, je ne sais pas si vous avez utilisé, donc on va saturer le circuit pendant 2-3 minutes, on ouvre à 6%, on met le circuit fermé avec un ballon, donc on laisse marcher pendant 3 minutes. Entre-temps, on va oxygéner le patient oxygène pur, le temps de préparer. Donc, le circuit est déjà saturé. On fait tout ça. Pourquoi? Pour réduire le temps d'induction. C'est-à-dire, de cette façon, on peut faire une induction en 41 secondes. Alors, si on fait l'halogénée seul, généralement, pour intuber ce patient, c'est très difficile. Il faut rajouter un morphinique. Donc, quand on utilisait les morphiniques à dose, par exemple le sulfentanyl à 0,5 ou la 0,3 gamma kilo, donc c'est des patients, on avait constaté que associer les morphiniques plus dose élevée de sevoflurane s'accompagnait, surtout tout ça, s'accompagnait chez les patients à risque cardiovasculaire d'un collapsus à l'induction, et c'est des fois très difficile à gérer. Donc, ce qui a été recommandé, quand on fait une induction en masque au sevoflurane associé au morphinique, on divise la moitié des morphiniques, et une fois qu'on a intubé, parce que vous savez très bien, une fois qu'on a intubé, l'installation, donc comme tout à l'heure, la colline ou le fond du lac, dès qu'il commence les stimulations chirurgicales, on peut anticiper par continuer à donner la dose de morphine qu'il faut. Alors, qu'est-ce que j'allais dire intéressant dans tout ça? Donc, induction en masque, ça, c'est vous pleurer. OK. Alors, et pour la maniabilité à INOC par rapport au morphinique et halogéné. C'est bon, j'allais poser ça. Donc, je suis en train de dire. Alors, donc j'ai répondu pour les halogénés associés au morphinique, donc il faut faire attention, peut-être. Donc, et ça a été publié, tout ça, hein, ça a été publié, et comme les recommandations, c'est de diminuer le morphinique avant d'intuber. Il y a une idée que je voulais rajouter, donc alors, pour la maniabilité à évoque par rapport au morphinique et halogéné, alors, je n'ai pas bien compris ta question. Pour la maniabilité iVoc par rapport au morphinique et halogéné. Non, tu as mal formulé ta question. Reformule-la. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de... J'ai expliqué que l'iVoc, elle est très, très maniable en matière d'indu. De toute façon, l'iVoc, si vous voulez qu'on en parle, l'iVoc, elle est bien pour, bien sûr, faire une induction, faire l'entretien, elle nous donne des réveils. Et j'ai développé aussi l'hypnosédation. On peut faire l'hypnosédation, ce qu'on appelle une sédation IVOC, ou le SIVOC. Par exemple, je suis malade au bloc opératoire, il est installé, on a installé les pastilles, on a monitoré, tout ça. On nous dit que le chirurgien, alors, a circulation. Ah, il va prendre 10 minutes à 15 minutes. Donc, c'est un stress important pour le patient. Donc, tout de suite, il est branché, on le branche, on fait une SAVOC. La concentration, bon, pour les utilisateurs, donc il faut s'habituer à l'IVOC. Donc, en général, je vous dis, donc si j'ai taré qui pose problème, c'est entre 0,9, c'est rien du tout, 0,9 de concentration cérébrale ou bien plasmatique. Un sujet ASA 1 qui pose problème, on peut aller à 1,2, 1,5.
le temps. Donc, vous allez trouver le patient sur table opératoire, endormi, réveillable, avec amnésie. Parce que souvent, les patients, دخلوني au bloc حطوني وقاعد يستنى والبرد وهما يهضروا جوج تقلاله واحد يلعب بالبورتابل والشيوخ هذوك فوايي دونك تو سا remarquable pour le patient. Donc, il vaut mieux commencer à sédation et c'est une sédation ciblée. C'est pas comme vous donnez un bolus, parce que le bolus, c'est un malade à risque cardiovasculaire, il risque de même faire une hypotension, même il risque de s'endormir. Tandis qu'avec Cyborg, c'est la même seringue. Hein, on choisit, on choisit, concentration minimale. Donc, des fois, on cherche. On ne le sait pas aussi. On ne sait pas quelle est la concentration que le patient va répondre. Mais quand par l'expérience que j'avais utilisée, un sujet âgé, taré, cachectique, 0,9. On peut aller 1. Ensuite, je vois qu'il commence à faire l'hypopnée, je remonte. Je mets 0,9. Un sujet jeune qui est hyper excité, je mets 1,5. Et je vois. S'ils sont dans profondément, je reviens à 1,12. 1,12. Voilà, et je laisse le temps. On peut faire cette sédation aussi, par exemple, pour prendre une voie centrale. On peut faire ça pour prendre du PAS. On peut faire ça pour sonder le malade, éventuellement. Bon, on le sonde normalement après, mais certains veulent le sonder avant. Donc, on peut sédater un patient, pas que par technique. Donc, on peut tout faire avec l'IBOC. Tout faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Utiliser les deux pour notre anesthésie, soit induction, soit entretien. Merci. J'ai anticipé ta réponse, ta question. Donc, de toute façon, c'est des techniques anesthésiques, à mon avis, on est en train d'utiliser les avantages de l'informatique hein, pour nous, anesthésistes-réanimateurs, parce que vous savez très bien que pendant très longtemps, l'anesthésie, donc c'était être le malade au bloc, donc il est endormi avec une dose massique, ce qu'on appelle DB massique, et la dose indique ce qu'on appelle, il y a des limites entre la limite inférieure et la limite supérieure de l'effet recherché. Pour l'effet, c'est l'effet hémodynamique qui s'installe. En dessous, en infra-cible, c'est la mémorisation et le réveil. Donc, la meilleure façon, c'est d'être dans les deux, dans les deux limites, c'est-à-dire on donne un bolus, la seringue va le donner, l'IVOC va donner, on restera dans la zone thérapeutique de la narcose. Si on donne plus, par exemple, début bolus, donc vous avez donné 2 mg 5 de propofol ou la 3 mg kilo, donc il pèse 60 kg, donc 3 fois 18, vous avez donné 200 mg en flash, tac. Le malade va s'endormir, mais il va s'endormir profondément pendant le temps. Bien sûr, on va avec retour à la normale. Si vous avez un malade taré, je reviens, parce que là, le but de la formation d'un médecin réanimateur, c'est pratiquement d'endormir tous les patients, entre autres des patients à risque. Entre autres, les patients à risque. Les patients à risque, c'est le but de la formation du médecin réanimateur. C'est le but recherché. Et ne pas dire, voilà, je ne peux pas l'endormir, ou là, je ne sais pas, on trouve des excuses. Hein. Aussi. Alors, d'autres questions? Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Allô, allô, allô. Il y a beaucoup de participants et il y a peu de questions. Posez-moi, معليش ما تحشموش, je ne connais personne. مليح كيما لا حتى واحد. ديجا ماشي نشوف, j'ai pas les photos تاعكم donc. Allô, allô, allô. Donc, il nous reste 7 minutes. Alors, c'est ça? Voilà. Alors, le syndrome de revascularisation post-op. Plus de précision. Le syndrome de revascularisation post-opératoire. Ah oui, j'ai pas compris la.
Tu parles le syndrome post, par exemple, post-Garo, c'est ça? L'hypercalémie, non? Ah oui. Mais précise, pourquoi tu me poses cette question? Euh, Pourquoi cette question-là? Le syndrome de revascularisation post-op, hypercalémie. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu as quelque chose, un indice? Parce que tu veux qu'on parle de syndrome là, ça fait partie du cours de polytrome. Parce que le patient, il vient aux urgences, il a un garrot, donc on ne sait pas quel est on sait que le temps de garrot, ça fait 1 heure, 2 heures de temps, donc il y a libération excessive de potassium, donc on lève le garrot, donc vous avez le flux des éléments inflammatoires, plus l'hypercalémie menaçante, et il peut faire des problèmes cardiovasculaires. C'est le crash syndrome, le crash induction avec IVOC. Non, non, c'est avant que je réponde ça. Donc, est-ce que celui qui a posé le syndrome de revascularisation post-op, est-ce que tu peux préciser quelque chose que tu veux savoir? C'est bien, c'est une bonne. C'est un peu précis, mais qu'est-ce que tu as une idée derrière que tu veux que je développe? Allô, allô, allô. Alors, je passe. Donc, en attendant que tu précises qu'est-ce que tu veux, alors la question qui a été posée à un de nos confrères, hein, donc il me dit est-ce qu'on peut faire une crèche induction avec AVOC? Eh bien oui, on peut faire une crèche induction avec AVOC. On peut faire. Alors, donc la question, comment on peut faire? Donc, c'est comme dans le crèche induction, dans la manipulation de l'IVOC, car voilà, je vais endormir rapidement. Donc déjà, pour le crèche induction, je vais choisir la concentration cérébrale. Je ne vais pas choisir plasmatique. Comme tout à l'heure, quand on choisit la concentration cérébrale, donc vous avez donné un bolus important, c'est comme vous donnez un bolus. Et ensuite, il revient. Quand le patient ne pose aucun problème cardiovasculaire, donc je peux, par exemple, les limites, j'ai montré tout à l'heure, par exemple, j'ai montré que la dose d'induction, c'est 3. Dans le crash induction, avec concentration cérébrale, je peux aller à 6, je peux aller à 7. Et vous allez remarquer, donc, les gens que si vous avez une seringue IVOC dans là où tu travailles, tu vas remarquer si tu mets concentration cérébrale à 7, vous allez remarquer que déjà la seringue va donner un bolus avec une vitesse qui va dépasser les 1500 cc par bolus. C'est excessif. Des fois, la seringue ne peut pas faire ça, donc elle va commencer à sonner parce qu'elle a dépassé une limite de perfusion, parce que je pense qu'elle peut donner jusqu'à 100 des seringues EVOC qui sont bridées, mais on peut les débrider. Brider, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner plus de 1500 cc par heure. Mais on peut rentrer, les gens qui connaissent, moi je connais comment il faut faire, on peut les débrider. C'est-à-dire, au lieu de 1500, on peut ramener jusqu'à 3000 cc par heure. De cette façon, on peut donner un bolus rapidement et c'est l'équivalent de crash induction. Donc, je te conseille d'augmenter la concentration cérébrale. Au lieu d'être à 3, tu augmentes. Mais une fois que le patient a reçu, donc parmi les techniques, par exemple, si tu choisis 7, une fois que la seringue a donné son bolus, je te conseille de revenir à une concentration, par exemple, à 45. Parce que si tu laisses à 7, tu auras l'effet hémodynamique après. Donc, il faut demander à la seringue d'être rapide, donc de donner un bolus et rapidement, dès que le malade il y a une perte de la conscience, vous voyez que le malade commence à être ventilable, je reviens par exemple à 35, 45, et parce qu'à ce prix-là, je peux assurer une stabilité hémodynamique. Parce que la qualité, retenez bien cette phrase,
La qualité de médecin réanimateur se juge sur la qualité de stabilité hémodynamique à l'induction. Stabilité hémodynamique à l'induction est un indice de qualité de l'anesthésie. Fais-moi bien. Une stabilité hémodynamique à l'induction est un indice de qualité de prise en charge de ce patient. Et les médecins réanimateurs se jugent sur ça. Pas, on fait une induction, il faut une hypotension, on remplit, on donne le vasoconstricteur, on commence pas, on va donner, on va alléger, il va se réveiller, on va réinjecter. On ne donne même pas les champs. Ok. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un, leur efficacité peut causer collapsus? Alors, donc j'ai une question qui est passée. Ce qu'on a là. Non, هذا شفناها déjà. Ok. J'ai répondu ça, hein? Crèche induction avec iVoc. Alors les autres, il y a deux personnes qui sont en train d'animer la séance. Hein? Je ne vais pas donner leur nom, je ne sais pas si c'est affiché les notes. Hein? Mais il y a deux personnes qui sont en train d'animer. Les autres, hein? Il y a deux personnes et il y a 7 spectateurs. Au moins, il faut animer. Là, vous avez tout compris. Allô. Alors, j'ai une autre question. Alors, vraiment, pourquoi certains animateurs préfèrent une induction sans curage? Eh, alors, 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 la question est précise. Donc, pourquoi certains anesthésistes réanimateurs, hein, préfèrent une induction sans curage? Alors, on constate toujours les réactions laryngées à l'intubation. Toujours. Non, pas toujours. Si tu fais une induction narcotique profonde, regarde, ce que j'ai montré. Alors, il y a un concept que j'ai pas parlé. Hein, j'ai pas parlé. J'ai évité d'en parler, mais moi je le défends. C'est le concept de l'anesthésie, l'anesthésie narcotique, seul ou peu. C'est un concept qu'on appelle comme, il a été développé en 2015, ce qu'on appelle anesthésie sans morphinique. L'anesthésie sans morphinique, et c'était surtout c'est des Belges aussi, hein, c'est un prof de Belgique qui a développé ce concept. Je vous demande d'aller lire beaucoup sur ça. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça ne tient pas? Donc l'avenir le prouvera. Moi, je suis à 60% pour. Il restera quelque chose à vérifier sur le plan hypertension, péropératoire et tachycardie quand on n'utilise pas les morphiniques. Mais c'est un concept sur le plan neurologique. On aura beaucoup de surprises, à mon avis, quand on commencera à faire l'anesthésie sous IRM fonctionnel. Dans quelques années, il y aura des IRM qui seront miniaturisés, miniatures, et on va voir le cerveau répondre à la douleur, que ce soit anesthésie couplée au morphinique ou sans morphinique. On verra, parce que là, il dit qu'on peut faire une anesthésie sans morphinique. Donc, ce concept, il est très ancien, mais il refait surface. Je reviens maintenant pour pourquoi il préfère sans curage. Maintenant, c'est les curages, ce n'est pas les morphiniques.
probablement pour anesthésie de courte durée. Donc, ou là, qui ne nécessite pas de curare. C'est pour ça, donc, il évite d'utiliser le curare. Mais maintenant, avec l'anesthésie moderne, avec l'existence d'antidotes, le problème ne se pose plus. L'antidote, il doit être vulgarisé dans tous les services d'anesthésie réanimation. Il faut qu'il soit disponible partout, tout le temps. C'est un produit qu'on a vu venir. Hein. Il est maintenant, je pense qu'il est à son apogée. Je parle de Suvamadex. Donc, à tout moment, on peut donner curalisé, antagoniser à tout moment, même si c'est une intervention de courte durée. Donc, et ce concept-là d'ancural, oui, on l'a utilisé. Donc, on a fait des petites travaux scientifiques sur ça, donc sur la dose à donner, mais non satisfait. Donc, l'anesthésie réanimatoire n'est pas satisfait. Je suis d'accord avec toi que pratiquement, quand on augmente les doses, le patient réagit. Maintenant, je te dis que réaction à l'intubation n'est pas synonyme de gravité. Par contre, réaction à l'intubation avec un pic hypertensif très élevé chez la forme en prééclampsie sévère ou chez quelqu'un qui a un AVC, oui, c'est péjoratif. Mais quelqu'un qui a réagi sans perturbation hémodynamique, ni tachycardie, ni pic hypertensif, ce n'est pas un problème. Parce qu'à la fin, c'est des patients qu'on lui pose des questions. À la fin, on lui dit Monsieur, est-ce que vous avez senti qu'on vous a intubé? Je n'ai rien senti. J'ai rien mémorisé, mais j'ai senti. C'est important de savoir ça. Donc, c'est un compromis entre les deux. Mais à mon avis personnel, quand on peut curaliser, on n'a pas besoin. Alors là, si on veut ne pas utiliser de curare, pour l'intervention de courte durée, il faut utiliser le masse-laryngé. Faire une anesthésie avec masse-laryngé. Et le problème, donc vous évitez toute intubation. Qu'est-ce que j'allais dire? Quelque chose, on a vu venir, technique anesthésique. Oui, je parlais des techniques anesthésiques. Moi, je fais partie d'une génération intermédiaire. Je ne suis pas très ancien. Hein. Les anciens, c'est des années 70, 80. Moi, c'est des années 90 que j'ai fait ma formation. Mais on a vu, j'ai vu voir et on a participé à faire des. C'était à la mode dans la chirurgie cardiovasculaire. C'était l'anesthésie, ce qu'on appelait l'anesthésie analgésie. Anesthésie analgésie ou l'anesthésie séquentielle. Donc, on faisait des doses excessives de fentanyl jusqu'à 50 gamma kilo. 50 gamma kilo. Donc, en pré-induction, c'est moi-même qu'on avait utilisé. Donc, on espérait que ces patients-là, on n'aurait pas besoin de beaucoup de narcotiques, quelques doses de narcotiques, il va s'endormir. C'est ce qu'on appelle une anesthésie. Et je me souviens des patients recevaient jusqu'à 3 ampoules de sulfenta, de fentanyl, avant même d'intuber. Mais au prix, on a eu beaucoup de rigidité thoracique et beaucoup qu'on ne savait pas aussi. Il y avait beaucoup, peut-être en post-opératoire, des analgésies, hyperalgie post-opératoire, qui est due aux excès de morphinique. Donc, on avait essayé, donc c'était des protocoles qui étaient utilisés un peu partout dans le monde, mais maintenant, c'est très abandonné. Maintenant, on donne beaucoup moins de morphinique, on descend. On constate qu'avec le monitorage de la douleur, on était très, très, très à la limite supérieure. Alors, par rapport aux narcotiques, y a-t-il des études pour d'autres molécules pour l'IVOC? Alors, les autres molécules, là, on a 2 minutes. Alors, les autres molécules qui ont été testées pour la narcose, donc, ils ont testé, on avait testé, j'avais testé donc, sur un protocole qui était de recherche à l'époque, c'était la kétamine. La kétamine en IVOC. Pendant des mois, on avait cherché quelle est la dose idéale. Donc, les patients étaient endormis, bien sûr, mais comme la kétamine donne une sédation,
sédation avec déconnexion post-opératoire, on ne savait pas. On ne savait pas est-ce qu'on était bien, on n'était pas bien, d'autant plus que la kétamine, on ne pouvait pas monitorer le BIS. Le BIS ne peut pas être monitoré quand on utilise la kétamine. Donc, en post-opératoire, tous les patients étaient sédatés même plus, mais on n'a pas pu, moi-même j'avais essayé, je n'ai pas pu avoir une dose ou une concentration une concentration IVOC au kétamine. D'autres produits, non, il n'y a pas. Le logiciel qui ont la même, tu as, pour les narcotiques, il n'y a que le propofol. Il y a des protocoles de recherche de midazolam, de kétamine, d'aquafol. Hein. Maintenant, il va venir l'aquafol. C'est le propofol, on n'a que, donc je pense que ce sera le même. Mais pour les narcotiques, il n'y a pas d'autres produits qui ont la même. Alors, je pense qu'on a moins d'une minute. Alors, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté, de poser des questions qui étaient pertinentes quand même, hein, d'un niveau qui dépasse les premières années. Donc, je ne pensais pas que les premières années, mais c'est bien si c'est le niveau. Bien sûr, on est en fin de l'année, donc c'est bien. C'est bien que les gens ont posé des bonnes questions, hein, à mon avis. Hein. C'est bien. Donc, je vous remercie et je vous retrouve pour d'autres cours. Allez, au revoir.